Biden, il n'a pas, entre guillemets, présidé tout seul. Beaucoup ont considéré qu'il était en réalité qu'un président fantoche qui faisait en quelque sorte de la figuration et que les décisions elles étaient prises à un autre niveau, ce qu'on appelle aux États-Unis le deep state, l'État profond. Autant les Européens considèrent les États-Unis comme un allié, comme l'espèce de puissance tutélaire partageant les mêmes intérêts que l'Europe, autant aux États-Unis, absolument personne ne pense cela. On a présenté Trump, entre guillemets, comme un potentiel ami de la Russie, voire le candidat du Kremlin. Or, si on analyse les faits avec beaucoup d'objectivité, l'administration qui a décidé du plus de sanctions vis-à-vis de la Russie et qui a ouvert la porte à des sanctions exceptionnelles, c'est l'administration Donald Trump. Ce leadership incontesté et total, totalitaire de l'Occident sur le reste du monde et avec leur tête sur les États-Unis, cette époque, elle est totalement révolue et nous n'y reviendrons jamais. Tracer un bilan ou dresser un bilan des 4 années de la présidence Biden ne peut pas se résumer à une phrase ou à quelques slogans. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le bilan est plutôt mauvais, à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle des États-Unis, qu'à l'échelle internationale. Pour les États-Unis, ce que l'on peut regarder, c'est que si, d'un certain point de vue, les résultats économiques, on va dire, en termes de macroéconomie, sont plutôt bons, dans le sens où on se retrouve avec une croissance économique américaine plutôt satisfaisante comparativement à ce qui se passe en Europe, et une évolution qui fait que les États-Unis ont pris de l'avance sur l'Europe globalement en matière, par exemple, de revenus par habitant. Ce qu'il faut voir, c'est que les résultats sociaux, les indicateurs sociaux sont absolument catastrophiques. C'est-à-dire que si on prend la mortalité infantile, si on prend l'espérance de vie qui est tombée quasiment entre 75 et 76 ans, eh bien, on a des résultats qui, comparativement, par exemple, à des pays dits en développement, par exemple l'Algérie qui est à 79 ans, alors que le revenu algérien est quand même très inférieur à celui des États-Unis, on a vraiment des résultats qui sont particulièrement médiocres et mauvais. Et si l'on considère en plus l'espérance de vie des Américains issus de certaines minorités, on se rapproche de 70 ans, par exemple, pour ce qu'on appelle les Afro-Américains. Et là, on a affaire quand même à des résultats qui renvoient plutôt au tiers-monde qu'à un pays, entre guillemets, dit développé. Donc les indicateurs sociaux sont particulièrement mauvais, espérance de vie, taux de criminalité également, donc on ne peut pas dire que le bilan de Biden ait été franchement positif. Sur le volet international, qu'est-ce que l'on peut dire? Que le résultat est absolument désastreux, en ce sens où les États-Unis ont reculé partout, ont été à l'origine d'un certain nombre de crises et de déstabilisation en Europe, en poussant l'Ukraine à s'engager dans un conflit qui a porté ce pays à sa ruine et à sa quasi-destruction avec 400 000 à 500 000 victimes depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, certains vont dire que la réalité est à interpréter d'une autre façon, mais ce que l'on sait, c'est que depuis 2014, tout a été fait en fait pour que ce conflit éclate en Europe et s'inscrive en réalité dans une logique de rivalité géopolitique globale entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis ayant poussé à cette guerre parce qu'ils voulaient surtout remettre en question la proximité stratégique qui existait entre la Russie et l'Allemagne. Et cela, bon, ça mériterait peut-être d'être développé, mais autant en Ukraine qu'au Moyen-Orient, à travers notamment la position absolument incroyable des États-Unis qui ont continué à soutenir le génocide de Gaza avec une livraison continue d'armes, nous amène à dire que globalement, la politique internationale des États-Unis, elle doit être affublée d'un résultat extrêmement négatif. On ne peut pas dire que le bilan soit brillant ou positif, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale.
Ce qu'il faut regarder, c'est que Biden, il n'a pas, entre guillemets, présidé tout seul. Déjà, Biden, avec son âge et sa maladie, beaucoup ont considéré qu'il était en réalité qu'un président fantoche, qui faisait en quelque sorte de la figuration et que les décisions, elles étaient prises à un autre niveau, ce qu'on appelle aux États-Unis le deep state, l'État profond, qui, en tout cas dans le cas de la présidence Biden, de ces 4 dernières années, était fortement poussé par les milieux de ce qu'on appelle les lobbies militaro-industriels, mais également des courants idéologiques dits néoconservateurs qui ont une vision du monde assez particulière et qui ont poussé en fait les États-Unis à s'inscrire dans une logique militariste de soutien d'un certain nombre de crises qui permettait justement à l'industrie militaire américaine de pouvoir vendre un certain nombre de ces système d'armement, ce qui a contribué en fait à des fortunes très importantes durant toute cette période. Est-ce que l'on peut considérer que les États-Unis avaient véritablement une vision stratégique globale? Moi, je dirais que les États-Unis ont été pris en quelque sorte en otage par justement cette famille de néoconservateurs qui s'inscrivent dans une logique en fait qui est un peu une logique proactive très poussée qui considère que la dimension militariste, l'interventionnisme sont en fait des outils positifs à même de contribuer à garder les États-Unis à la tête en fait du leadership mondial. Mais la réalité, elle est très différente. C'est que tous ces outils utilisés, c'est-à-dire cette politique militariste, ce qu'on appelle également l'extraterritorialité du droit américain, avec ces régimes de sanctions, se sont retournés contre les États-Unis, avec notamment ce qui s'est déroulé pendant la guerre en Ukraine, où on a vu en fait une recomposition des grands équilibres et une montée en puissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, les BRICS. Et ça, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu dans le logiciel américain, c'est-à-dire que les décideurs américains ont peut-être considéré que le monde allait continuer comme il l'était, c'est-à-dire qu'une Amérique toute puissante qui pouvait établir un certain nombre de sanctions et en fait de l'autre côté aucune réactivité. Or aujourd'hui, les États-Unis d'un point de vue stratégique se sont mis un petit peu en danger à travers le processus de ce qu'on appelle le processus de dédollarisation, et puis aussi la contestation de la Pax Americana, avec l'émergence de volonté de mettre en place de nouveaux systèmes, entre guillemets, globaux de sécurité, avec l'organisation de la coopération de Shanghai, ou plus globalement ce que font les BRICS aujourd'hui, qui sont par exemple à l'origine de la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui était au bord de la guerre, qui interviennent aujourd'hui au Soudan pour mettre fin au conflit, ou de la Chine, par exemple, qui a eu une position extrêmement forte et courageuse à l'égard de la guerre à Gaza, avec notamment une Chine qui avait mis en quelque sorte en place une sorte d'embargo économique sur Israël, c'est-à-dire que les opérateurs chinois avaient été interdits administrativement de traiter directement avec Israël, chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a joué un rôle en réalité dans le dénouement provisoire, du moins le cessez-le-feu provisoire en cours entre Israël et le mouvement national palestinien et tous les groupes qui ont été affiliés à cette confrontation, et notamment le Hamas, le FPLP, Front populaire de libération de la Palestine, et autres mouvements. Si l'on doit considérer les Américains qui se sont exprimés par les urnes, il est évident que Trump ne bénéficie pas de 50% de la population réelle des États-Unis, parce que vous avez un certain nombre d'abstentionnistes qui ne se sont pas exprimés. Donc si on prend en compte la réalité de la famille électorale globale, du collège électoral global, Trump est à moins de 50% de la population, mais ça c'est valable que ce soit pour Trump, ou c'est valable aussi pour Biden, qui avait été élu lors de l'élection avec, je crois, 80 millions de voix, ce qui est un chiffre quand même conséquent pour une population de 350 millions d'habitants. Donc si on prend 80 millions sur 350 millions, on est très loin des 50%. Donc si on analyse les choses de cette façon-là, oui. Après, si on analyse les choses en termes de tendance globale et en considérant peut-être l'opinion
global de la population américaine, on peut dire que Trump plutôt rassemble une grande partie des Américains, en regardant également le fait que des partis ou des communautés, parce qu'aux États-Unis on raisonne beaucoup en termes de communautés, qui n'étaient pas favorables à Trump, le sont devenus. Il faut regarder que lors de la dernière élection, les populations hispaniques ont voté massivement pour Trump. C'est quelque chose d'absolument incroyable quand on sait que lors de l'élection d'Obama, 80% des hispaniques avaient voté pour le camp démocrate et pour Obama à ce moment-là. C'était un peu la même chose à l'époque de Biden. Peut-être dans une proportion moindre. Si on prend par exemple l'électorat dit musulman, qui est principalement d'origine arabe ou issu du sous-continent indien, mais également des Afro-Américains qui sont convertis à l'islam, on parle d'1 à 2 millions de personnes, ce qui n'est pas rien, on a un vote qui s'est tourné globalement en direction de Trump, et ça c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire aux États-Unis. Et si on prend les Afro-Américains eux-mêmes, on sait aujourd'hui que la majorité des hommes Afro-Américains ont voté pour Trump. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que si on prend par exemple l'élection d'Obama, Obama avait bénéficié en gros de 97% des voix afro-américaines. Donc c'est quand même quelque chose qui signifie le fait que Trump bénéficie aujourd'hui d'une large partie de la population et que son électorat s'est particulièrement élargi et dépasse en fait le cadre de l'électorat traditionnel républicain. Alors, ce qui est intéressant dans les premières mesures qui ont été prononcées par le nouveau président américain Donald Trump, c'est qu'elles portent comme priorité, si j'ose dire, eh bien, les questions intérieures. Ce qui était intéressant avec le discours d'investiture de Donald Trump, c'est que 95% de son discours, quasiment, a porté sur les États-Unis, la société américaine et les réalités, en fait, qui répondent aux attentes des citoyens américains. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau si on compare avec les précédents discours, en fait, d'investiture des présidents américains. Si on prend en considération en fait les nouvelles décisions qui ont été annoncées sur un certain nombre de domaines, moi ce que je constate, c'est que Trump s'est vraiment concentré sur les questions économiques, les questions sociales, les questions énergétiques, en mettant en avant le fait que les États-Unis devaient mettre fin à ce qu'il appelait le Green Deal, qui faisait en sorte, entre guillemets, que les énergies hydrocarbures traditionnelles à terme devaient être remplacées par des nouvelles formes d'énergie qui, dans les faits, n'étaient pas encore au point. Et Trump voulait justement revenir à l'exploitation classique des hydrocarbures, voire le développement encore plus prononcé des hydrocarbures dits non conventionnels, c'est-à-dire pétrole, gaz de schiste, pour pousser justement à une réduction des coûts de l'énergie pour relancer l'économie. Il a mis en avant également des mesures pour faciliter la réindustrialisation des États-Unis et faire revenir en fait un certain nombre d'entreprises multinationales qui s'étaient délocalisées notamment en Asie. Ce qu'il faut regarder également, c'est que sur le débat intérieur, Trump a clairement tranché, vous savez, sur la question du wokisme et la remise en question, entre guillemets, des normes traditionnelles du genre, en rappelant une réalité biologique et anthropologique absolue, qui est celle de dire qu'il n'existe que deux sexes. Et c'était quelque chose qui était très attendu, notamment par son électorat religieux, évangéliste, mais plus globalement les électorats qui ont voté pour lui, qui, sans être évangélistes forcément, sont des électorats plus traditionnels. Je pense notamment à l'électorat hispanique, l'électorat musulman, et également à l'électorat afro-américain qui, bien que pas forcément très religieux dans son ensemble, reste traditionnel dans sa conception en fait de la réalité du monde. Donc toutes ces choses-là, ce sont des réponses, comment dirais-je, évidentes, attendues par la population américaine dans son ensemble et auxquelles Trump a voulu répondre. Il y a également la question en fait des allusions qui ont été faites aux libertés, à la censure, et où Trump a été extrêmement clair en disant justement que les États-Unis, dans le débat intérieur, devaient mettre fin au processus de censure qui avait été mis en place.
Nous pensons évidemment aux plateformes numériques qui sont sorties un petit peu du cadre de la liberté d'expression absolue, longtemps promue par les États-Unis, et Trump veut justement revenir à ça. Alors il y a une dimension personnelle, parce que Trump a été victime de ces politiques. Il faut se rappeler qu'à un moment donné, on avait fermé le compte Twitter de Trump, ce qui était quand même quelque chose d'absolument incroyable, mais qui est arrivé. Et donc il veut revenir justement à ce qui existait auparavant et remettre en avant cette qualité particulière des États-Unis qu'il leur faut reconnaître, c'est-à-dire le cadre d'une liberté d'expression relativement poussée. Il y a aussi d'autres questions qui ont été mises en avant par Trump, dont la relation notamment aux autres puissances, relation à l'Europe, bien qu'il n'ait pas prononcé le mot Europe, mais on l'a compris, c'est-à-dire le rétablissement, selon lui et selon sa conception de choses, à des relations économiques plus équilibrées, dans lesquelles la balance commerciale des États-Unis serait moins négative, parce qu'il faut prendre également en considération le point de vue américain, chose que l'on n'en fait pas suffisamment en Europe et qui compte énormément dans l'analyse de la relation entre les États-Unis et le reste du monde chez les populations américaines. Alors, Europe, États-Unis, États-Unis, Europe, on a quand même le cadre d'une réflexion qui me paraît très importante. Beaucoup en Europe, parmi les dirigeants, les médias mainstream, s'inquiètent de la victoire de Donald Trump à la tête des États-Unis. Personnellement, je ne sais pas si on doit forcément s'en inquiéter ou peut-être s'en réjouir en ce sens où l'élection de Trump va peut-être ouvrir le cadre d'une nouvelle réflexion dans une Europe qui doit prendre en considération ses intérêts. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que la réalité des relations entre les États-Unis et l'Europe, elle s'inscrit dans une logique fortement asymétrique. C'est-à-dire autant les Européens considèrent les États-Unis comme un allié, comme l'espèce de puissance tutélaire partageant les mêmes intérêts que l'Europe, autant aux États-Unis, absolument personne ne pense cela. En réalité, aux États-Unis, que ce soit la pensée stratégique, les dirigeants américains, l'armée américaine, tout ce que vous voulez, considèrent l'Europe comme un acteur comme les autres, et un acteur même plutôt subordonné, vassalisé, caporalisé, qu'on utilise assez facilement en fait pour protéger, défendre ou faire avancer en réalité les intérêts américains. On n'est pas du tout dans une relation égalitaire, on n'est pas dans une vraie relation d'alliance. La preuve étant que, aujourd'hui, avec l'élection de Donald Trump, les États-Unis vont tenir un discours sur l'Ukraine qui ne va plus être du tout celui de l'Europe. L'Europe qui essaye de continuer cette guerre suicidaire en Ukraine, qui pose énormément de problèmes pour l'Europe. L'Europe a payé très cher économiquement, sur les questions énergétiques, sur énormément d'éléments, avec les réfugiés, etc. Et les États-Unis seront capables de passer du cheval au coq, ou du coq au cheval, ou de l'âne au cheval, au choix, très facilement, tandis que les Européens vont devoir gérer soit la continuation du conflit en Ukraine, ou soit les conséquences de la guerre en Ukraine. Et les États-Unis se seront détachés, après avoir poussé très fortement l'Europe, à aller dans cette direction. Si l'on prend la question économique, ce qu'il faut regarder, c'est qu'un élément central de l'enjeu de la guerre en Ukraine, ce n'était pas du tout la libération des Ukrainiens ou la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ce n'était pas ça. Les vrais enjeux fondamentaux, c'était deux choses, peut-être un peu plus, mais deux choses très importantes. Question énergétique, le fait que le marché énergétique européen, et notamment gazier, était dominé par la Russie, et les États-Unis ne l'acceptaient pas parce que ça ne faisait pas leurs intérêts économiques. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que les États-Unis étaient en concurrence avec la Russie sur le marché européen. Les États-Unis produisent du GNL, produisent du pétrole de schiste et du gaz de schiste. Ces énergies, hydrocarbures, coûtent cher à produire parce que le mode de production est beaucoup plus onéreux que le mode de production, d'extraction directe du pétrole et du gaz
que la Russie exporte par gazoduc et oléoduc en Europe. En plus, il faut compter le transport, plus la transformation, vous savez, du gaz naturel de son état gazeux à liquide pour pouvoir le transformer. Ensuite, des systèmes dits de méthanisation pour faire en sorte qu'on le transforme à nouveau en Europe. Tout cela coûte cher, ce qui fait que le cours du gaz et du pétrole, pour qu'il soit rentable pour les États-Unis, doit être élevé. Or, les Russes proposent une solution qui est beaucoup plus intéressante pour l'Europe et qui, d'une certaine façon, a subventionné en réalité la compétitivité de l'industrie allemande, elle-même en concurrence avec l'industrie américaine. Donc les États-Unis, en poussant en fait à la coupure des liens entre l'Europe occidentale et la Russie, a servi ses propres intérêts énergétiques et industriels. Ces intérêts énergétiques, pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis prennent un marché, qui est un marché européen qui compte en centaines et centaines de milliards de dollars, pour ne pas dire milliards d'euros ou de dollars. Donc c'est un marché conséquent, c'est un gros gâteau. Donc les États-Unis ont pris une part de ce marché qui, auparavant, était principalement dominé par les Russes. Et en plus, en cassant le modèle énergétique européen, surtout russe, Allemagne qui existait, bien les États-Unis cassent l'industrie européenne, qui est une concurrence, et cassent surtout l'industrie allemande, qui était le principal concurrent d'une industrie américaine qui, en réalité, était assez peu productive et assez peu concurrentielle par rapport à l'industrie allemande. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On constate trois choses. Un, les Européens se sont mis à acheter du GNL américain particulièrement onéreux, pétrole, gaz de schiste particulièrement onéreux. En achetant de l'énergie onéreuse, l'industrie européenne et surtout l'industrie allemande sont en train de s'effondrer. Du coup, l'industrie américaine peut regagner en couleur et peut réinvestir. Et la politique de réindustrialisation américaine voulue par Trump, elle a une logique. Et le troisième élément, c'est que les industries européennes sont en train de délocaliser pour aller se relocaliser aux États-Unis pour bénéficier notamment d'une énergie pas chère. Donc on est dans une réalité, en fait, les États-Unis sont en train de gagner vis-à-vis de l'Europe, les Européens ont perdu. Et encore un autre élément, la guerre en Ukraine a poussé les Européens à acheter des nouveaux systèmes d'armement pour pouvoir les livrer à l'Ukraine, et ces armements, ils les ont achetés à qui? Ils ne les ont pas achetés au complexe militaro-industriel français, qui a été complètement minoré, mais achetés aux États-Unis. Et toutes les commandes aujourd'hui européennes, commandes d'avions, commandes de chars, se dirigent vers les États-Unis. Donc encore un appui à l'industrie militaro-industrielle, l'industrie militaire américaine, pardon. Et les États-Unis sont gagnants en réalité sur tous les plans. Et l'Europe a servi en quelque sorte comme une espèce de vache à lait ou banque de compensation pour assurer la prospérité américaine pour encore des décennies. Et là, on voit que nous sommes dans une relation totalement asymétrique où là où les Européens pensent être dans une logique en fait d'égalité avec les États-Unis, on est en réalité dans une logique de subordination, pour ne pas dire de pillage économique absolu. Je ne saurais pas trop quoi répondre pour vous dire si la Chine va vendre TikTok. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump a été particulièrement malin et intelligent, puisque l'interdiction de TikTok, elle a été faite par l'administration Biden. Trump arrive en sauveur en disant qu'il va rétablir TikTok, mais en la conditionnant à une prise de part de marché sur TikTok, avec l'idée que les bénéfices, entre guillemets, de TikTok aux États-Unis devaient être partagés avec les États-Unis, avec, je crois, une capitalisation pour moitié d'opérateurs américains dans la société TikTok États-Unis. Donc là, on voit toute l'intelligence tactique de Trump, qui est absolument redoutable, qui réussit en fait à la fois à gagner sur le plan de la défense des libertés, puisqu'il passe pour celui qui rétablit la possibilité pour TikTok de continuer à exister aux États-Unis et donc les contenus attendus par les Américains, notamment la jeunesse américaine, et en même temps, il fait un gain économique. Donc tout ça, ça résume assez bien la philosophie, entre guillemets, politique et économique de Donald Trump. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que pour
Trump, l'ennemi public numéro 1 à l'échelle internationale pour les États-Unis, ou le concurrent direct, c'est la Chine. C'est-à-dire que dans le logiciel de Trump, très clairement, toute la priorité, elle doit s'exprimer à travers une politique de containment, entre guillemets, de la Chine, c'est-à-dire faire en sorte que la Chine recule sur le plan économique et sur le plan stratégique. Et en ce sens, Trump marque une rupture avec les politiques américaines précédentes, mais en même temps, au sein des États-Unis, vous avez tout un courant qui essaime dans ce sens depuis une décennie, et en quelque sorte, Trump représente ou est le réceptacle en réalité de cette vision des États-Unis dans ses relations avec le reste du monde. Alors, est-ce que l'on doit focaliser sur le fait que Trump va relancer la guerre économique et commerciale avec la Chine? Je vais vous répondre oui, puisqu'il l'a annoncé et il n'y a aucune raison qu'il ne l'applique pas. Après, la réalité est beaucoup plus complexe en ce sens où les interdépendances entre la Chine et les États-Unis sont beaucoup plus fortes que ce que l'on imagine et qu'en réalité, les États-Unis n'ont pas forcément toutes les marges de manœuvre que veut bien l'exprimer Trump. Pourquoi? Déjà, une partie des exportations agricoles américaines peuvent être remises en question, puisque la Chine est le premier client d'un certain nombre de produits, je pense notamment au soja, pour reprendre que cet exemple. Vous avez aussi dans le domaine industriel la Chine aussi, qui est un acheteur important de certains systèmes industriels américains. Donc on n'est pas forcément dans une relation qui est totalement asymétrique avec une Chine qui, il est vrai, a, dirais-je, un excédent commercial très important à l'égard des États-Unis, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que cela. Un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que les États-Unis, par exemple, voudraient mettre fin à certaines importations de Chine, notamment dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies ou bien les énergies renouvelables. Sauf que les composants de ces produits, s'ils devaient être produits en fait aux États-Unis, relèvent d'un quasi-monopole chinois. Si on prend ce qu'on appelle les terres rares, l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'extraction jusqu'à la production du produit quasi fini, sont contrôlés à 80% par la Chine. Et ça, les États-Unis ne pourront pas le remettre en question. Ils pourront vouloir produire aux États-Unis et taxer très fortement les importations chinoises, sauf que les composants, c'est la Chine qui en a le contrôle, qui pourra à son tour taxer très fortement. Et en fait, on se retrouve un petit peu dans la logique de l'arroseur arrosé. Ensuite, si on prend en considération encore d'autres éléments économiques, donc au-delà des terres rares ou au-delà des productions agricoles, il faut voir que la Chine, c'est un marché qui est un marché en croissance continue, en ce sens où les relais de croissance, les capacités de consommation, en Chine, elles sont encore très importantes. Pourquoi? Parce que si la Chine compte 1,5 milliard d'habitants, ce qu'on appelle la classe moyenne chinoise proprement dite, c'est-à-dire qui consomme comme les pays occidentaux, elle se résume aujourd'hui peut-être à 300 millions, 400 millions d'habitants. Les projections dites toutes que d'ici une dizaine d'années, on passera à 500, 600 millions d'habitants. Donc, on est dans un pays qui est capable d'acheter énormément et d'importer beaucoup. Et donc, si l'on crée une guerre ou on entretient une guerre commerciale aujourd'hui avec la Chine, c'est aussi se priver d'un marché qui est en pleine expansion. Ça peut être valable aussi pour un pays comme l'Inde, qui a une masse démographique très importante, mais où la classe moyenne proprement dite, elle dépasse à peine les 100 millions d'habitants. Donc, tout ça, ce sont des éléments à prendre en considération et qui rendent peut-être beaucoup plus complexes les scénarios de guerre économique totale, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis. Après, sur la question de Taïwan, ce qu'il faut voir, c'est que si Trump est dans une logique confrontationnelle avec la Chine, et cela est évident, je le pense beaucoup plus mesuré sur la question du soutien à Taïwan. Bien sûr, il va apporter le soutien traditionnel des États-Unis à Taïwan, mais je pense qu'il n'ira pas jusqu'aux provocations que l'on a pu constater ces dernières années, provocations américaines vis-à-vis de Taïwan, avec l'envoi de parlementaires américains qui essayaient de mettre en avant Taïwan comme un État complètement indépendant. Je pense que Trump, là-dessus, est
peut-être dans la continuité de la politique, entre guillemets, qui avait été entrouverte par Nixon, c'est-à-dire cette espèce d'ambiguïté diplomatique de reconnaître une seule Chine tout en traitant avec Taïwan en pratique comme si c'était un État indépendant sans jamais le reconnaître. Je pense que Trump ne va pas pousser le Rubicon. Par contre, ce qui est certain, c'est que Trump va essayer de multiplier en fait les partenariats avec tous les pays voisins de la Chine de façon beaucoup plus poussée, voire aller même sur le plan militaire. Je pense à des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, le Japon, c'est évident, la Corée du Sud, c'est certain. Je pense que Trump va plutôt renforcer ces partenariats-là et pas forcément aller dans le domaine de la provocation sur Taïwan. Après, c'est mon point de vue. Il faudra regarder peut-être les semaines et les mois à venir pour se fixer une idée plus claire. Alors sur la Russie, on a présenté Trump, entre guillemets, comme un potentiel ami de la Russie, voire le candidat du Kremlin. C'est comme ça qu'on a présenté Trump. Or, si on analyse les faits avec beaucoup d'objectivité, il faut regarder qu'après 2014, l'administration qui a décidé du plus de sanctions vis-à-vis de la Russie et qui a ouvert la porte à des sanctions exceptionnelles, c'est l'administration Donald Trump. On ne peut pas dire que l'administration Donald Trump était particulièrement favorable, généreuse à la Russie, très loin de là. Alors, il est certain que le point de vue de Trump, sa façon de voir le monde, serait plutôt favorable à la Russie, en ce sens où Trump n'envisage pas une relation d'amitié avec la Russie ou une relation d'alliance stratégique, bien au contraire, mais en ce sens où Trump, voyant, entre guillemets, le rival numéro un des États-Unis dans le maintien de son leadership, comme étant la Chine, eh bien, Trump va essayer plutôt de casser l'alliance stratégique très poussée que l'on a vu se développer ces dernières années entre la Russie et la Chine. Et en ce sens-là, on peut considérer que Trump va apporter un regard nouveau sur la question du conflit en Ukraine. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi les convictions propres à Trump. Trump qui, d'un certain point de vue, peut être considéré comme un anti-militariste, parce qu'il en a toujours eu la conviction. Il faut voir qu'avant d'être président, Donald Trump, lorsqu'il y a eu la deuxième guerre d'Irak 2003-2004, s'est exprimé très largement dans les médias américains, et il était le porte-voix quasi le plus radical d'opposition à la guerre en Irak. Sur un certain nombre de questions liées à des guerres menées par les États-Unis, Trump a toujours porté un discours où il faisait allusion notamment aux victimes causées par les États-Unis, et on ne peut pas détacher l'homme, sa conviction profonde, et le président actuel. Et ça, ce sont des éléments à prendre en considération. Et il y a aussi un autre élément à connaître, c'est que Trump, aujourd'hui, est omnibulé par une question fondamentale. Il veut absolument décrocher le prix Nobel de la paix. C'est une de ses obsessions. Et cet élément peut permettre de comprendre pourquoi. On s'est retrouvé assez rapidement avec un cessez-le-feu à Gaza qui était totalement bloqué par la position erratique des États-Unis dans son soutien total et absolu à Israël malgré un génocide en cours. Et il a suffi que Trump commence une pression sur Netanyahou pour que les choses se débloquent très rapidement. On sait que Trump veut intervenir pour mettre fin au conflit au Soudan. Et on sait que Trump a déclaré à de multiples reprises vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors, il ne faut pas considérer l'histoire des 24 heures, ça ne se fera jamais, d'autant plus que les Européens, de leur côté, veulent continuer le conflit qui porte pourtant atteinte aux intérêts européens. Mais on peut imaginer que Trump, en lâchant ou en pressant sur l'Ukraine, en menaçant de lâcher le soutien militaire et économique à l'égard de l'Ukraine, qui est un soutien très important, en fait, pourra faire suffisamment pression pour pousser le leadership ukrainien actuel, qui n'est plus légitime, si on parle de Zelensky, qui normalement
Son mandat s'est terminé depuis plusieurs mois, je tiens à le rappeler quand même, c'est important de le dire. En tout cas, pourra faire pression suffisamment pour que Zelensky ouvre la porte à une négociation avec la Russie et pour qu'on se retrouve avec une solution de paix peut-être d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année 2025. Et en ce sens, Trump pourra dire qu'il a réussi à régler, en fait, à mettre fin aux principaux conflits dans le monde en ce moment. Alors, il est vrai que Trump s'est lancé dans une diatribe assez étonnante, avec l'idée de faire en sorte que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Il voudrait faire de même avec le Groenland, dire qu'officiellement il voudrait récupérer la mainmise sur le canal du Panama. Donc tous ces éléments sont à prendre avec un certain recul, en ce sens où Trump, c'est quelqu'un qui communique beaucoup avec une certaine forme d'outrance. C'est vrai. Mais en même temps, ça traduit une certaine vision du monde de Trump. Moi, mon point de vue sur la façon dont Trump voit les États-Unis dans le monde, c'est qu'il s'inscrit dans une logique qui est double. Une, et ça peut paraître assez surprenant, c'est l'acceptation de la multipolarité émergente du monde. Là où les néoconservateurs restaient dans leur espèce de délire de vouloir continuer à dominer, dans une domination absolue avec un monopole de puissance sur le reste du monde, quitte à être à l'origine de crises internationales absolument dangereuses et inquiétantes. Trump est un réaliste. Il a compris que l'on avait affaire avec l'émergence des BRICS, avec le phénomène de la dédollarisation, avec le développement économique d'un certain nombre de régions du monde qui s'affirment de plus en plus. Il a compris que les États-Unis n'étaient plus seuls. Mais à la différence des néoconservateurs, il ne s'inscrit pas dans une logique militariste et de confrontation tous azimuts. Il est plutôt dans une logique où il veut essayer de profiter en fait des avantages comparatifs des États-Unis qui sont très nombreux, son soft power, sa capacité d'innovation exceptionnelle, sa capacité d'attractivité des meilleurs cerveaux de la planète, et il veut inscrire les États-Unis en fait à la fois dans un renouveau à travers les mesures qu'il a prises en mettant 500 milliards de dollars sur la table dans le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi en renforçant la place des États-Unis dans sa sphère occidentale. Le Canada et le Groenland, ce n'est pas un hasard. C'est que Trump a une bonne compréhension géopolitique du monde, malgré sa connaissance cartographique absolument catastrophique. Vous lui demanderiez, par exemple, de situer la Suisse sur une carte, il en serait absolument incapable, comme 90% des Américains au demeurant. Mais il a cette espèce de flair que n'ont pas eu ses prédécesseurs, et il sait qu'aujourd'hui, dans l'évolution géopolitique et géostratégique mondiale, une des zones cruciales, les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les nouvelles routes du Nord. Et là-dessus, il y a un pays qui est très en avance sur les autres. Ce pays, c'est la Russie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Russie a investi très fortement durant ces 20-30 dernières années dans un certain nombre d'infrastructures et surtout a investi énormément dans ce qu'on appelle les systèmes de brise-glace nucléaire. La Russie a quasiment le monopole sur ces types d'équipements particulièrement coûteux et qui permettent d'assurer en fait la navigation sur cette nouvelle route du Nord. Les États-Unis sont très en retard. Et Trump veut pallier ce retard et il fait pression en fait sur le Canada, alors soit bluff ou réel pour tenter d'intégrer le Canada dans le système des États-Unis, la Fédération américaine, ou alors simplement faire suffisamment pression sur le Canada pour pouvoir bénéficier d'un accès privilégié à ces mers du Nord, entre guillemets. Le Groenland, par contre, là, on est sur une logique qui est tout à fait jouable, en ce sens où le Groenland, c'est un territoire de 50 000 à 60 000 habitants, qui dispose d'une certaine autonomie et qui, politiquement, pourrait pousser jusqu'à une logique d'indépendance, et sans forcément intégrer les États-Unis.
bien bénéficier d'un partenariat stratégique de premier plan avec les États-Unis sur tous les plans et qui permettrait aux États-Unis d'accéder aux ressources naturelles, énergétiques, minières absolument colossales du Groenland et bénéficier d'un accès juste en face de la Russie à une zone stratégique de premier plan. Et là-dessus, Trump joue ce qui peut être considéré comme une espèce de coup de génie d'un certain point de vue, et en ce sens, il est dans une logique de réaffermissement de la puissance américaine au sein de la famille occidentale, et pas forcément d'opposition en fait au reste du monde. C'est-à-dire qu'il a compris, Trump, que nous rentrons dans une logique multipolaire, et il veut renforcer en fait la puissance américaine à travers de nouvelles acquisitions territoriales et l'accès en fait à de nouvelles ressources économiques, mais également démographiques. Vous avez 35 millions d'habitants au Canada, c'est pas rien, mais c'est quand même 10% de la population des États-Unis actuels. Alors, parler de colonisation, je vais apporter un regard un peu nuancé en parlant du Québec. Vous avez aujourd'hui au Québec, au sein du Canada, qui est une sorte de fédération, ce qu'on appelle la province du Québec, qui est une province francophone, qui aujourd'hui vit difficilement la domination économique et culturelle du reste du Canada anglophone. Si demain l'on devait proposer aux Québécois de rejoindre les États-Unis dans une fédération américaine qui leur donnerait le statut d'État, dans une fédération des États-Unis où l'anglais n'est pas la langue officielle, je ne suis pas sûr que les Québécois ne le refusent pas, parce qu'ils y trouveraient un intérêt. Ils rentreraient dans des États-Unis où ils auraient le statut d'État, où ils auraient, entre guillemets, plus de compétences à faire valoir en tant qu'État et non pas que province. Et de ce point de vue-là, vous pouvez comprendre qu'un certain nombre d'éléments au Canada pourraient être favorables à cette réunion avec les États-Unis. Ensuite, si on prend le Canada anglophone, une partie des anglophones du Canada se sentent une proximité avec les Américains, entre guillemets, des États-Unis. Elles ne seraient pas forcément contre comment dirais-je, pas une annexion, mais une réunion avec les États-Unis. Alors, c'est un débat qui est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Alors, je ne dis pas ça pour dire que le Canada va faire partie des États-Unis, mais en tout cas, je pense que l'espace dans lequel Trump voudrait intervenir ne lui est pas complètement défavorable et il peut trouver des opportunités au sein du Canada pour faire en sorte que ce projet d'union entre les États-Unis et le Canada soit possible. D'autant plus qu'il y a un élément à prendre en considération qui n'est pas négligeable, c'est que si on prend le PNB par habitant des États-Unis et du Canada, le PNB par habitant des États-Unis, il est quand même supérieur d'environ 30% par tête par rapport à celui du Canada. Le Canada comme l'Europe ont décroché par rapport aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est un argument qui est à prendre en considération. Alors, que les dirigeants français, que les dirigeants allemands, que les dirigeants d'autres pays européens qui ont tenu des positions particulièrement excessives à l'égard de Donald Trump lorsqu'il était président et lorsqu'il était candidat, j'ai envie de dire que leur absence, elle s'explique assez facilement. L'absence de la présidente de la Commission européenne qui n'a pas été invitée, Ursula von der Leyen, s'explique de la même façon. Ils ont tenu des positions qui ont fait qu'on peut considérer que Trump, dans une logique rancunière parfaitement compréhensible, ne les invite pas. D'ailleurs, il a invité ceux qu'il considérait comme étant des proches, pas simplement du point de vue idéologique, comme cela a été dit, mais du point de vue relationnel, c'est-à-dire des dirigeants qui l'ont respecté. On pense à Madame Meloni en Italie ou Orban. Après, là où il y a interrogation, c'est l'absence de la Grande-Bretagne. Effectivement, là, oui, effectivement, on peut s'interroger sur leur absence, en ce sens où le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, selon sa compréhension politique du territoire, a toujours joué le rôle de petit caniche de premier rang des États-Unis. Et en ce sens, ça marque tout à fait une rupture assez intéressante. D'autant plus qu'on a un nouveau leadership à la tête du pays qui fait que
Trump aurait pu ne pas se focaliser sur les personnes, et là ça interpelle, il faudrait l'interpréter à sa juste place. Alors, est-ce que je peux apporter un point de vue sur cela? Je dirais peut-être que Trump veut couper avec une certaine façon de faire et remettre les dirigeants européens à leur place, c'est-à-dire les considérer comme des dirigeants de second rang, et que sur un certain nombre de questions, Trump veut affirmer que très clairement, lorsqu'il a décidé par exemple que le temps était venu de la négociation en Ukraine, mais il fallait que les Européens le suivent et que ceux qui souhaitaient continuer la guerre de façon presque enragée, à l'image du Royaume-Uni, devaient comprendre que les choses avaient peut-être changé. Il est absolument clair que le cessez-le-feu à Gaza a été obtenu grâce à l'action de l'administration fantôme, entre guillemets, parce qu'il n'était pas encore aux affaires, de Donald Trump. Donald Trump a dit très clairement, il y a quelques mois, quelques semaines, à Netanyahou, lui a fait parvenir le message, que Netanyahou devait cesser la guerre à Gaza avant son investiture. Le message a été clairement exprimé, ça a été repris dans l'ensemble de la presse, des télés arabes, de façon assez claire. Et une équipe de négociation issue de l'administration, de la nouvelle administration Trump, a été envoyée pour négocier avec Netanyahou et a imposé les termes d'un cessez-le-feu dont Netanyahou ne voulait pas, mais il a dû s'y plier. Et en l'occurrence, ce n'est absolument pas l'action de Biden ou de Blinken qui, tout au contraire, ont soutenu très fortement Israël jusqu'au bout, livrant toutes les sortes d'armes possibles, sachant que l'armée israélienne était en train de massacrer à grande échelle à Gaza, sur un tout petit territoire, et on ne peut pas trouver d'excuses ou essayer d'expliquer que Biden avait la main sur les négociations. Ce n'est pas vrai, c'est de la désinformation absolue. Ce qui a permis de faire bouger les choses, c'est très clairement l'action de Trump. Alors, lorsqu'on parle de Trump, on peut considérer qu'il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation. Vous avez beaucoup de gens un peu naïfs en Europe qui considèrent Trump comme un espèce de libérateur grandiose venu apporter une nouvelle bonne parole qui va essaimer en Europe. Je pense qu'ils sont dans l'erreur absolue. Trump défend les intérêts des États-Unis et il n'en a que faire de l'Europe. Je crois que beaucoup, dans certains milieux que l'on qualifie de souverainistes en France, par exemple, risquent de prendre une sacrée claque lorsqu'ils vont voir ce que Trump va vouloir imposer à l'Europe dans les mois à venir. Trump défend les intérêts des États-Unis et les intérêts d'une Amérique. Trump défend ce qui ressemblerait, entre guillemets, au monde industriel localisé américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, et pour faire très simple, vous avez deux grandes familles économiques. Vous avez le monde des financiers, BlackRock, les banques d'affaires, etc., qui sont dans la logique totalement globalisée, pour qui l'industrie, les éléments de production ne sont que des choses, que des objets, qui peuvent produire n'importe où sur la planète, et le seul intérêt essentiel, c'est le degré de profitabilité, et au final, l'ancrage territorial aux États-Unis n'est là que pour bénéficier du parapluie militaire américain, mais le profit étant le maître mot principal. Trump, il a autour de lui d'autres groupes économiques parfaitement symbolisés à travers la personne d'Elon Musk. Elon Musk produit, conçoit, vend et exporte aux États-Unis depuis les États-Unis. Et donc la logique économique, elle est différente. On est plutôt dans une logique où on veut que les producteurs américains soient protégés, défendus à l'intérieur par rapport
aux importations et soient promus à l'extérieur en les aidant justement à exporter quelque chose qui soit du Made in USA. Et, entre guillemets, c'est cette orientation économique que Trump défend. Il ne faut pas oublier que Trump, sa fortune, c'est une fortune principalement immobilière, constituée principalement aux États-Unis. Donc Trump, pour vendre de l'immobilier, il doit avoir des Américains qui soient en bonne santé économique, pour donner un peu sa vision de l'économie. Pour lui, si les Américains perdent leur emploi bien payé d'ouvriers qualifiés dans les industries automobiles, pour lui, ce sont des clients perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, sur sa vision de l'économie, il a une vision qui est une vision beaucoup plus relocalisée, où il veut redonner en fait une puissance industrielle aux États-Unis, parce qu'elle correspond aux intérêts des milieux d'affaires économiques américains qui l'ont soutenu et qui vont le soutenir encore. Donc, c'est cette Amérique-là que Trump défend, et c'est ça qui a fait son succès. Cette vision-là correspond également à ce que veut la majorité déclassée des Américains, qui hier faisaient partie de la classe moyenne et aujourd'hui ont perdu ce statut justement parce qu'ils ont perdu l'accès à des emplois bien rémunérés auxquels ils avaient accès pour occuper, vous savez, des emplois particulièrement mal payés dans des différents types de systèmes de services, hein, tous les emplois de McDonald's et autres qui ne remplaceront jamais ce qu'ils avaient auparavant. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que dans l'administration Trump, vous avez quelqu'un qui s'appelle Kennedy, Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., il faut regarder qu'à la base, c'est un démocrate. Donc Trump a gagné le soutien d'une figure démocrate relativement importante, alors pas forcément primordiale, mais relativement importante parce qu'il a amené vers Trump un électorat absolument décisif pour sa victoire. Robert Kennedy Jr., lui, il plaide depuis des décennies pour l'ouverture d'un certain nombre d'archives, de données concernant l'assassinat de celui qui fut son grand-oncle. On peut très bien considérer que dans le deal entre Robert Kennedy Jr. et Trump, il y a eu un certain nombre de choses, et notamment le fait que Trump, en réponse du ralliement de Robert Kennedy Jr., demande justement l'ouverture, la déclassification des archives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est que Trump veut casser ce qu'on appelle le système de l'État profond aux États-Unis. Et donc, pour pouvoir le faire, Trump, il a besoin d'éléments. Si Trump arrive en disant que, au final, John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis, a été assassiné par des éléments de l'État américain, vous imaginez le choc politique que cela va enlever, et ça va lui donner les coups des franches pour nettoyer la CIA, pour nettoyer le FBI, pour nettoyer un certain nombre d'éléments de l'État profond qu'il ne cesse justement de dénoncer et qu'il considère comme étant cet appendice intérieur caché qui a empêché à la démocratie américaine et au peuple américain de prendre les décisions qui allaient dans l'intérêt du peuple américain, du plus grand nombre, mais au contraire, l'intérêt de tous ces milieux financiers, de cet État profond, de ces néoconservateurs, qui ne représentaient pas les intérêts du plus grand nombre. Et c'est ça, je pense, que Donald Trump veut faire à travers ces dossiers brûlants de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est que la politique de réindustrialisation voulue par Trump ne va pas être évidente. Elle ne va pas être évidente pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'industrie américaine a beaucoup perdu de ses savoir-faire. Ça, c'est la première chose. De deux, le niveau de qualification des Américains, notamment sur les emplois techniques, sur les emplois d'ouvriers qualifiés, sont discutables.
entre des employés chinois, volontaires, motivés, dans une logique de formation constante, avec un désir de progresser, et des milieux populaires américains fortement déclassés, qui ont perdu la culture du travail, qui souffrent de mauvaise santé liée à l'obésité, forme de malbouffe, comme on dit, etc. Et un renversement des valeurs. Les sociétés de consommation, la consommation, c'est avant tout le reste. La notion d'effort a été perdue. Tout ça va rendre difficile en réalité la volonté de Trump de renouer avec ses politiques de réindustrialisation. Mais en même temps, ce qu'il faut regarder, c'est que les États-Unis, c'est un continent, ils ont les ressources énergétiques, ils ont toutes les matières premières possibles et imaginables, ils ont les meilleurs centres de recherche du monde, ils ont les groupes financiers prêts à investir dès lors que l'on leur garantit un marché, entre guillemets, capté. Donc, on est un peu dans ce jeu de balance où cette politique de réindustrialisation est possible, mais en même temps, elle ne se fera pas avec la facilité qui est décrite par Trump. On peut prendre l'exemple notamment des semi-conducteurs, produits principalement en Corée du Sud et à Taïwan. Les Américains seront extrêmement loin d'être dans la capacité de pouvoir remplacer ces systèmes du jour au lendemain. Ce serait peut-être même impossible parce qu'il y a un tel savoir-faire, un tel degré de précision qui s'est développé dans ces industries en Corée du Sud, à Taïwan, mais également en Malaisie, qui est devenu aussi un producteur important, que pour les États-Unis, ça va nécessiter des efforts considérables et pour lesquels ils ne seront pas forcément gagnants économiquement. L'idée que nous sommes dans une réalité d'un Occident tout-puissant, avec à leur tête les États-Unis qui décident pour toute la planète et tout le reste de la planète de font suivre, ce monde il est terminé. Il est terminé depuis un moment. Les élites occidentales se sont placées dans une logique de déni en continuant à penser que cette réalité du monde était encore là. Or, depuis la guerre en Ukraine et le fait qu'un certain nombre de pays, par exemple, se soient rebellés contre cette politique de sanctions, 14 à 17 000 sanctions à l'égard de la Russie, en ne condamnant pas les termes de la politique russe en Ukraine à la façon, ou dans la façon que l'Occident et les États-Unis l'attendaient, a marqué une véritable rupture. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase historique où les États émergents, les BRICS, ce qu'on appelle le Sud global, veut s'affirmer comme totalement autonome et indépendante à l'égard des volontés américaines et occidentales. Alors, le discours, malheureusement dans les pays occidentaux, il est toujours là, il est toujours présent. On peut le voir en France aujourd'hui, dans sa relation avec ses anciennes colonies, avec toute cette difficulté à sortir de l'idée que nous sommes dans une logique unilatérale, c'est-à-dire la France toute puissante qui doit dicter à ses anciennes colonies la politique qu'elle doit mener. Nous avons bien vu qu'un certain nombre de pays d'Afrique au Sahel ont rejeté la présence militaire française. La France n'a pu rien faire. Mais la réalité géopolitique, la réalité économique, elle va dans un autre sens. Et ça résume assez bien la réalité du monde aujourd'hui. Et que Trump revienne avec ses grands discours, entre guillemets, discours grandiloquents d'exceptionnalisme américain, ça c'est pour la consommation intérieure. Dans la réalité, les rapports de force ont évolué très fortement et Trump devrait plutôt s'inquiéter du phénomène dit de la dédollarisation, qui est sérieux, qui va prendre du temps pour se mettre en place tel que le voudraient les pays des BRICS en premier lieu, mais qui va rabattre les cartes complètement du point de vue géoéconomique. Alors, il y a l'économie, il y a les réalités économiques, il y a l'idéologie, il y a les convictions. Alors, Trump a menacé indirectement les BRICS sur la question de la dédollarisation,
en affirmant que justement il allait fermer le marché américain aux pays qui ne commerceraient plus, entre guillemets, en dollars, mais qui commerceraient dans leur monnaie locale. Alors, ces menaces peuvent être des menaces sérieuses pour un pays comme la Chine, parce que la Chine exporte énormément en direction des États-Unis, mais ce qu'il faut regarder, c'est que la Chine, elle a une capacité de rétorsion qui n'est pas analogue, mais qui n'est pas négligeable. Et puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est que la Chine, elle a un marché intérieur à développer. Vous avez aujourd'hui des centaines de millions de Chinois qui vivent avec un niveau de vie qui est extrêmement bas. Donc il y a une conversion économique intérieure, c'est-à-dire ce que la Chine ne peut plus exporter, il faut qu'elle développe son marché intérieur. Et tout son projet, dit des nouvelles routes de la soie, avec les corridors intérieurs, eh bien, va dans ce sens. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est que si les États-Unis produisaient quelque chose qui ne pouvait pas être produit ailleurs, alors oui, les menaces de Trump auraient un certain poids. Si, je prends un exemple, si les États-Unis étaient les seuls à pouvoir exporter du blé et qu'un certain nombre de pays dépendants des importations alimentaires américaines étaient récalcitrants vis-à-vis du dollar, là, les États-Unis auraient un moyen de pression absolu. Et là, vu que c'est une question alimentaire, le pays en question n'aurait plus le choix. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les États-Unis produisent des machines industrielles, des tracteurs, des voitures, tout ce que vous voulez. Tous ces équivalents existent ailleurs. Alors, on n'aura peut-être pas l'équivalent de l'iPhone 15 ou 16, bon, au passage, qui est produit en Chine, qui n'est pas produit aux États-Unis, mais tout ce qui est produit aux États-Unis, tout ce qui est produit dans la sphère occidentale, est produit ailleurs. Les Russes s'en sont rendus compte. Avec toutes les sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie, on a un exemple. On pensait que l'économie russe allait s'écrouler. Aujourd'hui, l'économie russe, elle connaît une forme de croissance aux alentours de 5%. Les Russes imaginaient qu'ils allaient mourir de faim, ils imaginaient que tous leurs produits chéris qu'ils achetaient en Europe et aux États-Unis allaient disparaître. Au final, ils se retrouvent avec des équivalents produits en Asie 2 fois moins chers. Donc, du coup, ces menaces, qui sont des menaces sérieuses, sont à reconsidérer parce qu'aujourd'hui, le Sud global, les BRICS, ont leur propre production industrielle, produisent absolument tout, même les armements, équivalents à ce que font les États-Unis, moins cher, et en réalité, les menaces de Trump, elles ne vont plutôt qu'encourager ces pays à vouloir commercer entre eux. Je vais vous prendre un exemple. Prenons le cas d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui s'est rapproché de la Russie, qui s'est rapproché de la Chine, pour des raisons économiques évidentes. C'est que là où les États-Unis étaient le premier acheteur de pétrole saoudien, aujourd'hui c'est la Chine qui est devenue le premier acheteur de pétrole saoudien, et l'Arabie Saoudite vend une partie de son pétrole en monnaie, en devise chinoise. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle achète des armes américaines, elle est toujours liée aux États-Unis d'une façon ou d'une autre. Trump voudrait faire pression sur l'Arabie Saoudite pour que l'Arabie Saoudite ne rejoigne pas formellement les BRICS. Alors, il se peut que cela arrive pour des raisons sécuritaires, c'est-à-dire, on va parler très franchement, la sécurité de MBS. Pas pour des raisons économiques, parce que l'Arabie Saoudite n'aurait absolument aucun intérêt à retourner dans le giron économique américain. Bien au contraire. Elle vend aujourd'hui son pétrole aux pays asiatiques, à l'Inde, à la Chine prioritairement. C'est plus les États-Unis. Et elle achète des produits manufacturés chinois 2 fois, 3 fois moins cher que ce qu'elle achetait en Europe ou aux États-Unis. Et en plus, elle souhaite développer sa propre industrie. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui pour les Saoudiens de continuer la logique de dépendance à l'égard des États-Unis? Mais il y a un élément sécuritaire dans lequel je ne vais pas m'exposer. Qui peut faire la différence? Mais si on raisonne de point de vue économique en disant qu'aujourd'hui, les États-Unis feraient pression sur l'Arabie Saoudite, en disant à l'Arabie Saoudite, puisque vous commercez votre pétrole en yuan, eh bien, notre marché ne vous est plus disponible. Je pose la question, qu'est-ce que l'Arabie Saoudite vend aujourd'hui aux États-Unis? Rien. Des dates? Peut-être quelques dates. Peut-être un peu de pétrole, on va acheter un peu de pétrole saoudien. Rien.
Du coup, quel est le moyen, quel est le levier, hormis la dimension sécuritaire dont je vous ai parlé, eh bien, dont pourrait disposer Trump sur l'Arabie saoudite? C'est là que doit se poser la vraie réflexion. Je dirais que la nouvelle multipolarité dans laquelle nous sommes de plein pied aujourd'hui, eh bien, rabat les cartes. Très clairement, elle a rabattu les cartes. Trump arrive avec la volonté de restaurer un leadership américain qui a été malmené ces dernières années, plus par les erreurs des politiques américaines que des attaques venues d'ailleurs. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est plutôt la stupidité de toutes les politiques d'extraterritorialité américaine qui ont ouvert la porte à la dédollarisation. Ce n'est pas autre chose. Trump veut rétablir une forme de leadership dans un monde où les équilibres des forces ne sont plus les mêmes. Alors, il va réussir à gagner des points en ce sens où, mettant fin avec toutes ces politiques stupides d'interventionnisme partout et ailleurs, il va avoir plus de moyens pour réinvestir aux États-Unis, notamment dans les technologies d'avenir. Lorsqu'on entend Donald Trump dire qu'il va mettre 500 milliards de dollars dans le développement de l'intelligence artificielle, une famille technologique dans laquelle les États-Unis sont en pointe aujourd'hui avec la Chine, sachant que sur l'intelligence artificielle, il n'est pas évident de dire qui est en réalité le plus à la pointe à l'heure actuelle. Et ce n'est pas forcément les États-Unis. Sauf que la Chine n'a pas la capacité de déploiement de ces systèmes que les États-Unis ont. Ça, c'est grâce au soft power. Mais on voit bien que les États-Unis, en se retirant d'ailleurs, vont avoir plus de moyens de développer leurs propres forces. Et les États-Unis ont les moyens de revenir très fortement. Mais ce retour ne va pas se faire dans un gain à l'encontre des pays émergents, va se faire dans la famille occidentale, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de vampirisation de l'Occident secondaire, Canada, Europe, qui va servir, entre guillemets, de roue de secours aux États-Unis pour pouvoir continuer leur développement économique. Et c'est l'Europe qui a déjà commencé à payer la facture et qui va la payer encore plus. Et l'Europe va se retrouver dans un état de paupérisation très avancé, avec un espèce de transfert de revenus par différents moyens de l'Europe vers les États-Unis, à l'exemple de ce qui s'est passé avec la Suisse. Je vous prends juste cet exemple parce que je pense qu'il est assez évocateur. À un certain moment donné, la Suisse a fait l'objet de pressions américaines. Les dirigeants du pays, pour des raisons diverses, n'ont pas réussi à défendre les intérêts de la Confédération comme il se fallait. Pourquoi? Peut-être qu'ils ne sont pas habitués à des pressions extérieures et donc ils ont craché le morceau très vite. Peut-être qu'il y a eu des infiltrations. Mais en tout cas, toujours est-il que les pressions portaient sur la question du secret bancaire, etc. Les Suisses ont fini par céder et ont perdu plusieurs centaines de milliards de dollars. 400, 500 milliards de dollars. Ces 400-500 milliards de dollars, ce n'est pas de l'argent, entre guillemets, qui est passé d'un système à un autre dans le cadre de la Confédération ou qui est retourné dans ses pays d'origine. Non, non, non. Ils ont juste fait un transfert de la Suisse vers les États-Unis, notamment des États comme les États du Delaware, qui, eux, garantissent le secret bancaire. C'est comme la mafia à l'échelle internationale. Vous faites pression sur quelqu'un en le menaçant, d'une façon ou d'une autre, et puis vous récupérez les subsides qui ont transféré de la Suisse vers les États-Unis. Et là, c'est ce qui est en train de se dérouler avec l'Europe plus globalement, et ce qui va se faire de façon plus généralisée dans les années qui viennent. Le monde unipolaire est terminé. Nous sommes aujourd'hui dans une ère clairement multipolaire. Elle sera peut-être conflictuelle. Elle se recomposera de façon peut-être raisonnée, réfléchie, négociée, mais à l'image de ce qu'a été la colonisation, qui a été suivie par toute cette phase de décolonisation, nous sommes aujourd'hui dans cette même logique, c'est-à-dire la logique de la domination absolue, de ce monopole de puissance,
de ce leadership incontesté et total, totalitaire de l'Occident sur le reste du monde et avec leur tête sur les États-Unis, cette époque, elle est totalement révolue et nous n'y reviendrons jamais.